Eh bien, bonjour. Nous venons de faire le point avec l'amiral Brad Cooper, le commandant du CENTCOM dans sa zone d'opération. Comme prévu, nos troupes font un travail fantastique. Il y a 2 jours, sur l'ordre direct du président Donald Trump, le département de la guerre a lancé l'opération Epic Fury, l'opération aérienne la plus létale, la plus complexe et la plus précise de l'histoire. Pendant 47 longues années, le régime expansionniste et islamiste de Téhéran a mené une guerre sauvage et unilatérale contre l'Amérique. Ils ne l'ont pas toujours déclaré ouvertement, sauf par leurs incessants slogans de mort à l'Amérique. Ils l'ont fait par le sang de notre peuple. Des voitures piégées à Beyrouth, des attaques à la roquette contre nos navires, des assassinats dans nos ambassades, des bombes artisanales en Irak et en Afghanistan, financées et armées par la force Al-Quds iranienne et par les tueurs des gardiens de la Révolution, IRGC. Ma génération de vétérans porte les noms de frères qui ne sont jamais rentrés chez eux. Des frères massacrés par des bombes artisanales et des milices lourdement armées soutenues par l'Iran. Des milliers des nôtres. Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais sous le président Trump, nous sommes en train de la terminer. Leur guerre contre les Américains est devenue notre représailles contre leur ayatollah et sa secte de la mort. Il a fallu le 47e président, un combattant qui place toujours l'Amérique en premier pour enfin fixer une limite après 47 ans de belligérance iranienne. Il a rappelé au monde, comme il l'a fait maintes et maintes fois, qu'être américain signifie quelque chose d'indestructible. Si vous tuez des Américains, si vous menacez des Américains n'importe où sur Terre, nous vous traquerons sans excuse et sans hésitation, et nous vous tuerons. Le président Trump a également fait preuve d'une grande constance. Des régimes fous comme l'Iran, obsédés par des délires islamistes prophétiques, ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. C'est du bon sens. Beaucoup l'ont dit, mais il faut du courage pour vraiment l'appliquer. Et notre président a du courage. Les poursuites nucléaires obstinées et évidentes de l'Iran, leur ciblage des voies de navigation mondiale et leur arsenal croissant de missiles balistiques et de drones tueurs. Nous ne les considérons plus, ne les tolérons plus comme des risques acceptables. L'Iran construisait de puissants missiles et drones pour créer un bouclier conventionnel au service de ses ambitions de chantage nucléaire. Permettez-moi de le répéter. Un bouclier conventionnel pour leurs ambitions de chantage nucléaire. Nos bases, notre personnel, nos alliés, tous dans leur ligne de mire. L'Iran avait une arme conventionnelle pointée sur nous pendant qu'il tentait de mentir pour obtenir la bombe nucléaire. Cette stratégie a bien failli porter ses fruits sous Obama et son accord que beaucoup qualifient de désastreux. Mais ce ne fut pas le cas sous ce président. Il se trouve que le régime qui scandait « mort à l'Amérique » et « mort à Israël » a fini par recevoir en retour la mort de l'Amérique et la mort d'Israël. Ce n'est pas une soi-disant guerre de changement de régime. Mais le régime a bel et bien changé et le monde s'en porte mieux. Aujourd'hui, dans leur désespoir, l'ennemi est démasqué alors que des missiles et des drones iraniens s'abattent sans discrimination sur les hôtels, les aéroports, les appartements et d'autres cibles civiles de leurs voisins. Des tactiques terroristes lâches de la part d'un régime qui, depuis des décennies, s'est spécialisé dans les tactiques terroristes lâches. Des mensonges, la mort et la destruction jusqu'à aujourd'hui. La direction iranienne n'a rien construit d'autre que des proxys, des missiles, des drones et des usines et installations nucléaires profondément enfouies. Des ambitions nucléaires pacifiques n'ont pas besoin d'être enfouies sous des montagnes. En juin dernier, l'opération Midnight Hammer a réduit leur programme nucléaire en ruine. Ensuite, nous leur avons dit clairement, c'est fini. Maintenant, concluez un accord. Ils ont refusé avec arrogance. Nous avons dit, reconstruisez-le et nous vous arrêterons à nouveau, cette fois bien plus durement. Eh bien, le président Trump, le secrétaire Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, ils se sont pliés en 4 pour une véritable diplomatie, offrant voie après voie vers la paix. Je l'ai vu, j'y étais. Ils ont essayé encore et encore, à de multiples reprises, des tentatives sincères de paix. L'ancien régime a eu toutes les occasions de conclure un accord pacifique et raisonnable. Mais Téhéran ne négociait pas. Ils faisaient traîner les choses, gagnant du temps pour reconstituer leur stock de missiles et relancer leurs ambitions nucléaires.
Leur objectif, nous prendre en otage, menaçant de frapper nos forces. Eh bien, le président Trump ne joue pas à ces jeux-là. Et comme l'a dit le secrétaire Rubio après le raid contre Maduro, si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Le président Trump place l'Amérique et les Américains en premier. Il n'hésite pas, et nos troupes non plus. La mission de l'opération Epic Fury est d'une précision laser. Détruire les missiles offensifs iraniens, détruire la production de missiles iraniens, détruire leur marine et les autres infrastructures de sécurité, et ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Nous les frappons de manière chirurgicale, massive et sans aucune excuse. Chaque jour, nos capacités croissent alors que les vôtres et celles de l'Iran déclinent. Nous sommes ceux qui fixons les conditions de cette guerre du tout début jusqu'à la fin. Nos ambitions ne sont pas utopiques. Elles sont réalistes, limitées à nos intérêts et à la défense de notre peuple et de nos alliés. En parlant du peuple, nous espérons que le peuple iranien saura saisir cette opportunité incroyable. Le président Trump a été clair. Le moment est désormais venu pour vous. Forces de sécurité iraniennes, prenez la décision qui s'impose. Le président Trump a également été très clair concernant votre sort futur, quelle que soit la direction que vous choisirez de prendre. Aux médias et à la gauche politique qui crient « guerre sans fin », arrêtez. Ce n'est pas l'Irak. Ce n'est pas sans fin. J'y étais pour les deux. Notre génération sait mieux et ce président aussi. Il a qualifié les 20 dernières années de guerre de construction nationale de stupides, et il a raison. C'est tout le contraire. Cette opération est une mission claire, dévastatrice et décisive. Détruire la menace des missiles, détruire la marine, pas d'armes nucléaires. Israël a aussi des missions claires et nous lui en sommes reconnaissants. Des partenaires compétents. Comme nous l'avons dit depuis le début, des partenaires compétents sont de bons partenaires. Contrairement à tant de nos alliés traditionnels qui se lamentent et s'inquiètent, hésitants et tergiversants à propos de l'usage de la force. L'Amérique, peu importe ce que disent les soi-disant institutions internationales, déploie la campagne de puissance aérienne la plus létale et précise de l'histoire. Des B-2, des chasseurs, des drones, des missiles et bien sûr des effets classifiés, tout cela selon nos conditions avec des autorités maximales. Pas de règles d'engagement stupides, pas d'enlisement dans la reconstruction nationale, pas d'exercice de construction de la démocratie, pas de guerre politiquement correcte. Nous nous battons pour gagner et nous ne perdons ni temps ni vie inutilement. Comme le président l'a averti, une opération de cette ampleur entraînera des pertes. La guerre est un enfer et le restera toujours. Une nation reconnaissante rend hommage aux 4 Américains que nous avons perdus jusqu'à présent ainsi qu'aux blessés. Ce que l'Amérique a de meilleur. Puissions-nous mener à bien le reste de cette opération d'une manière qui leur rende hommage. Aucune excuse, aucune hésitation. Une fureur absolument épique pour eux et pour les milliers de citoyens américains avant eux, emportés bien trop tôt par des radicaux iraniens extrémistes. Avant de passer la parole au général Kane pour la mise à jour opérationnelle, permettez-moi de m'adresser directement à vous, la force conjointe, nos guerriers en première ligne. C'est votre moment. C'est le tournant générationnel que l'Amérique attendait depuis 1979 et depuis les guerres sans cap guidées par l'hubris que ma génération, notre génération, a enduré. N'écoutez pas le vacarme. Restez simplement concentrés. Notre commandant en chef tient fermement la barre. Nous faisons face à un ennemi déterminé, mais vous êtes meilleurs. Mais nous devons le prouver chaque jour. L'histoire ne se soucie pas de savoir si nous sommes fatigués, si nous avons peur, ou si le combat semble immense. Elle exige des guerriers qui se lèvent malgré tout. La paix par la force, l'éthique du guerrier, la létalité, l'unité de but, ce ne sont pas des slogans. Ce sont le cœur battant de ce que signifie porter l'uniforme, cet uniforme. Vous gardez l'esprit clair sous le feu, vous agissez avec détermination dans le chaos, vous défendez la Constitution et notre pays sans hésitation. Nous ne sommes plus de simples défenseurs. Nous sommes des guerriers formés pour tuer l'ennemi et briser sa volonté. L'histoire nous observe. Soyez la force à laquelle vous avez juré fidélité, concentrée, disciplinée, létale et inébranlable.
Nous terminerons cela selon les conditions America First choisies par le président Trump. Celles de personne d'autre, comme il se doit. Et sachez ceci avant tout, le président Trump et moi, nous vous soutiendrons, toujours. À travers le feu, à travers les critiques, à travers les fausses informations, à travers tout. Nous vous libérons parce que vous êtes la meilleure, la plus puissante, la plus létale force de combat que le monde ait jamais connue. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant veiller sur vous et que ses bras providentiels de protection s'étendent largement sur vous. Bonne chance, guerriers, et continuez. Général Kane, à vous. Merci, monsieur. Monsieur le secrétaire, bonjour à tous. L'objectif de mon briefing est de vous informer, ainsi que le peuple américain, sur les actions entreprises. Il portera sur la préparation, la planification, le déploiement, les premières opérations et l'évaluation des progrès réalisés jusqu'ici. Commençons. Le samedi 28 février à 1h15, heure normale de l'Est, soit 9h45, heure locale de Téhéran, sur ordre du président des États-Unis. Les États-Unis, le commandement central américain dirigé par l'amiral Brad Cooper a lancé l'opération Epic Fury. Je vais maintenant détailler les phases initiales de l'opération, mais d'abord je présente mes sincères condoléances et celles de la force conjointe au personnel de la guerre tué et blessé au combat jusqu'à présent. Comme l'a dit le secrétaire, ce sont des héros et ils représentent ce que notre nation a de meilleur à offrir. Ils sont de véritables exemples de ce que signifie le service désintéressé. Nos plus sincères et profondes condoléances vont à leurs familles, leurs amis et leurs unités. Nous partageons votre douleur et nous ne vous oublierons jamais. Je me tiens ici reconnaissant envers chaque membre des forces armées, planificateurs, logisticiens, opérateurs, civils de la défense, collègues du renseignement et partenaires interagences qui restent à nos côtés au péril de leur vie. Je suis fier de vous tous alors que vous portez le combat à l'ennemi. Nous sommes les meilleurs au monde en matière d'intégration. Point final. Je tiens à exprimer ma gratitude personnelle aux commandants dévoués, aux hauts responsables sous-officiers et aux membres du rang de la force conjointe qui mènent ce combat à travers la zone de responsabilité du CENTCOM. En plus de l'amiral Cooper et du Fleet Master Chief Compton, je souhaite en mettre quelques-uns en avant aujourd'hui. Le commandant du US Army Central Command, le lieutenant-général Pat Frank, qui avec son équipe mène le combat contre les missiles et les drones. Le commandant du United States Navy Central Command, le vice-amiral Kurt Renshaw, et son équipe qui affronte la marine iranienne et projette la puissance de combat navale américaine depuis les mers, et le commandant du United States Air Force Central Command, le lieutenant-général Derek France, ainsi que son équipe de direction qui détruisent les cibles iraniennes depuis les airs. Je tiens à mettre en avant le soutien apporté au combat du CENTCOM par d'autres commandements de combat qui sont directement impliqués dans cet effort, notamment l'US PASCOM, l'US Cybercom et l'USUCOM. Je souhaite également mentionner tout particulièrement le United States Transportation Command et l'US STRATCOM pour leur contribution à ce combat. Nous ne pouvons pas projeter la puissance de combat américaine où et quand nous le souhaitons sans ces deux commandements. Et enfin, je tiens à exprimer à quel point je suis profondément reconnaissant pour le service et le sacrifice continu de l'ensemble de la force interarmée et de leurs familles. Leur engagement indéfectible et leur dévouement sont les pierres angulaires de cet effort. Permettez-moi donc de commencer par quelques détails. Tout d'abord, comme l'a dit le secrétaire, il ne s'agit pas d'une opération d'une seule nuit. Les objectifs confiés au CENTCOM prendront du temps à atteindre et représenteront un travail difficile et exigeant. Nous nous attendons à d'autres pertes et, comme toujours, nous ferons tout pour minimiser les pertes américaines. Mais comme l'a dit le secrétaire, ce sont des opérations de combat majeures. Abordons maintenant la préparation et la planification. Le 28 février, toute la puissance des forces américaines s'est unie contre un adversaire capable et déterminé. L'armée, la marine, les Marines, l'Air Force, la Space Force, les gardes-côtes US et nos réserves
rejoignent nos commandements interarmés et coordonnent des opérations avec les forces israéliennes à une échelle sans précédent. Comme le secrétaire l'a exposé, nos objectifs militaires sont clairs. Notre mission est de nous protéger et de nous défendre et, avec nos partenaires régionaux, d'empêcher l'Iran de projeter sa puissance au-delà de ses frontières et d'être prêt à entreprendre des actions supplémentaires si nécessaire. Dans tous les domaines, terrestres, aériens, maritimes, cyber, la force interarmées américaine a produit des effets synchronisés et en couches conçus pour perturber, dégrader, refuser et détruire la capacité de l'Iran à mener et à soutenir des opérations de combat. Du côté américain, cela a marqué l'aboutissement de mois et, dans certains cas d'années, de planification délibérée et d'affinement contre cet ensemble de cibles en particulier. Des frappes de précision contre des infrastructures militaires clés à l'intégration persistante du renseignement et du ciblage, en passant par la coordination étroite des composantes sur de vastes distances. Cette opération a une fois de plus démontré la portée, la préparation et le professionnalisme de l'Amérique, ainsi que ceux de notre force interarmée unie. Elle a été historique non seulement par son ampleur opérationnelle, mais aussi par le niveau d'intégration interarmée démontré dans chaque élément de la force interarmée. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce travail ne fait que commencer et va se poursuivre. Je vais donc maintenant parler un peu de la mise en place de la force et du théâtre d'opération. Sur ordre du secrétaire à la Défense ces 30 derniers jours, pour renforcer la dissuasion et offrir au président des options si nécessaire, la force interarmée repositionne systématiquement ses moyens et son personnel dans la région. Ces mouvements ont permis de s'assurer que les forces américaines restent positionnées, protégées et prêtes à répondre de manière décisive à toute menace émergente. Ce déploiement comprenait des milliers de militaires de toutes les branches, des centaines de chasseurs avancés de 4e et 5e génération, des dizaines d'avions ravitailleurs, les groupes Lincoln et Ford et leurs ailes embarquées, un flux constant de munitions et de vivres, le tout soutenu par un réseau de commandement, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Cet afflux de forces se poursuit encore aujourd'hui. L'amiral Cooper reçoit même des forces supplémentaires aujourd'hui. Ce renforcement rapide prouve que la force interarmée peut s'adapter et projeter sa puissance au moment et au lieu choisis. En voici quelques exemples. Le groupe aéronaval Gerald R. Ford, que beaucoup d'entre vous savent, se trouvait dans l'hémisphère occidental, a été redéployé à travers l'Atlantique pour préparer le théâtre d'opération. Le navire, son équipage, leurs familles et l'ensemble du groupe de frappe ont pris une grande inspiration et, comme ils le font toujours, ont commencé à planifier la conduite des opérations de combat. Les forces intégrées de réserve et de la garde nationale ont continué de démontrer la valeur des forces de réserve américaines, y compris la garde nationale de l'armée du Wisconsin, opérant au Koweït et en Irak, ainsi que des unités de la garde nationale aérienne provenant de divers États, notamment le Vermont et la Virginie. Pour la garde nationale aérienne du Vermont et le 158e escadron de chasse, ils ont été mobilisés pour l'opération Absolute Resolve, puis envoyés à travers l'Atlantique avec leur F-35A au lieu de rentrer chez eux afin de soutenir cette opération. C'est aussi le cas de nos forces de ravitaillement et de mobilité de la Garde nationale aérienne et de la réserve de l'armée de l'air, qui ont quitté leurs emplois civils pour protéger la région. Enfin, je tiens à mettre en avant les héros méconnus de la guerre, nos logisticiens américains et la force de soutien, ceux qui travaillent discrètement chaque jour dans l'ombre pour projeter et maintenir la puissance de combat de l'Amérique. Nos dirigeants de la Seconde Guerre mondiale avaient raison lorsqu'ils disaient « Les professionnels font de la logistique ». Face aux tensions régionales, la force interarmée a accru la protection des forces sur ordre du secrétaire et discrètement repositionné civils et personnels non prioritaires pour sécuriser notre force interarmée. Au moment où les opérations ont commencé, seules les forces essentielles restaient sur nos bases et sur le théâtre d'opération, déjà prêtes à réagir. Je vais maintenant passer à l'heure H. À 15h38, le vendredi 27 février, le commandement central des États-Unis, via le secrétaire à la guerre, a reçu l'ordre de lancement du président Trump. Le président a ordonné, je cite,
L'opération Epic Fury est approuvée. Pas d'annulation. Bonne chance. Fin de citation. Dans la région, la force interarmée terminait ses préparatifs finaux. Les batteries de défense aérienne se préparaient, vérifiant leur système pour répondre à d'éventuelles attaques iraniennes. Les pilotes et les équipages répétaient une dernière fois leur plan de frappe. Les équipages aériens commençaient à charger leurs dernières armes et 2 groupes aéronavals se mettaient en mouvement vers leur point de lancement. À travers le monde, nos centres d'opération s'animaient à Tampa, en Floride, ici au Pentagone et bien sûr en avant dans la zone de responsabilité du commandement central. Comme toujours, la sécurité opérationnelle était primordiale alors que nous cherchions à maintenir et préserver l'effet de surprise. L'opération était secrète pour que l'ennemi ne voie que la rapidité, la surprise et la violence de l'action. Les États-Unis sont intervenus en premier. Cybercom et Spacecom ont combiné des effets non cinétiques, dégradant et aveuglant les capacités de réaction iraniennes. À l'heure H, le début des opérations de combat majeures, 0h 15h locale, heure avancée de l'Est, 9h40, 5h locale du matin, heure de Téhéran, alors que l'aube se levait sur la zone de responsabilité du commandement central, le ciel s'est animé. Plus de 100 aéronefs ont décollé, chasseurs, ravitailleurs, avions de détection, guerre électronique, bombardiers venus des États-Unis et plateformes sans pilote formant une vague synchronisée. Cette frappe diurne, lancée suite à un incident critique, a été menée par les forces israéliennes avec le soutien américain et l'appui du renseignement. Les premiers tireurs en mer étaient des Tomahawks lancés par la marine américaine qui se sont rapprochés des forces navales iraniennes et ont commencé à mener des frappes sur le flanc sud de l'Iran. Au sol, les forces ont tiré des armes de précision à distance mesurée, délibérée, précise et létale. Il s'agissait d'une attaque massive et écrasante. Dans tous les domaines de la guerre, plus de 1000 cibles ont été frappées au cours des premières 24 heures. Nous en sommes maintenant à environ 57 heures depuis le début de l'opération. Dans la phase initiale, le CENTCOM a ciblé l'infrastructure de commandement iranienne, leurs forces navales, leurs sites de missiles balistiques et leurs renseignements, visant à les désorienter et les déstabiliser grâce à des opérations coordonnées spatiales et cyber. Ces opérations ont efficacement perturbé les communications et les réseaux de capteurs dans toute la zone de responsabilité, privant l'adversaire de la capacité de voir, de coordonner ou de répondre efficacement. L'impact combiné de ces frappes, rapides, précises et écrasantes, a permis d'établir la supériorité aérienne locale. Cette supériorité aérienne renforcera non seulement la protection de nos forces, mais leur permettra également de poursuivre leurs opérations au-dessus de l'Iran. Au cours des 2 derniers jours, la force conjointe a lancé des centaines de missions depuis la terre et la mer et a délivré des dizaines de milliers de munitions. L'effort s'intensifie. Des bombardiers américains B-2 ont, comme lors de l'opération Midnight Hammer, effectué une mission aller-retour de 37 heures depuis le continent américain, larguant des munitions de précision sur des sites souterrains iraniens au sud et en profondeur. De plus, Israël a mené séparément des centaines de sorties contre des centaines de cibles. Au-delà des frappes menées par les avions de l'armée de l'air et de la marine, des salves coordonnées d'armes de précision à longue portée provenant de toute la région ont neutralisé des centaines de cibles préalablement planifiées. Comme je l'ai indiqué plus tôt, pour soutenir ces opérations cinétiques, l'US Cybercom et le Spacecom ont continuellement superposé des effets en vue de perturber, désorienter et déstabiliser l'ennemi. À noter que cette opération a comporté plusieurs premières de combat sur lesquelles je laisserai l'amiral Cooper s'exprimer, car il dirige la zone d'opération. Alors que nous avons mené une campagne offensive implacable, notre défense a été tout aussi importante. Dans tout le théâtre d'opération, les actions sont restées constantes et disciplinées. Encore une fois, notre réseau intégré de défense aérienne et antimissiles fonctionne exactement comme il est censé le faire. Les batteries américaines Patriot et Tchad, ainsi que les destroyers de la marine dotés de capacités de défense contre les missiles balistiques,
continue de coordonner et d'exécuter des interceptions avec précision et régularité. J'aimerais vraiment que chaque citoyen américain puisse entendre ces communications radio comme je l'ai fait, alors que ces centres d'opération conjointes restent calmes, parfaitement concentrés et posés, tout en continuant d'agir avec un immense courage sous le feu, encore et encore. Collectivement, ces systèmes ont intercepté des centaines de missiles balistiques visant les forces américaines, nos partenaires et la stabilité régionale. La menace des drones d'attaque unidirectionnelle est restée persistante. Nos systèmes se sont révélés efficaces pour contrer ces plateformes, engageant les cibles rapidement. Chaque interception représente des centaines d'heures d'entraînement, de préparation et de technologie réunies pour fonctionner comme prévu. Nous resterons vigilants dans la lutte contre les drones, et la défense de la région n'est pas de notre seule responsabilité. À mesure que la menace grandissait, nos partenaires se sont mobilisés à nos côtés. Les batteries de défense aérienne au Qatar, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Jordanie et en Arabie saoudite ont rejoint le combat. Preuve que des années d'entraînement, de confiance et d'intégration durement acquises portent leurs fruits. Je suis au courant de la perte de 3 F-15E de l'US Air Force cette nuit dans la région. Je suis reconnaissant que les équipages soient sains et saufs, et nous savons que cela n'est pas dû à un tir ennemi hostile. Comme cette affaire fait l'objet d'une enquête, je ne ferai pas d'autres commentaires à ce sujet. Permettez-moi de conclure. Les opérations resteront actives dans tout le théâtre d'opérations et à travers le monde. Les forces américaines sont positionnées non seulement pour maintenir la pression, mais aussi pour répondre et s'adapter selon les besoins. L'opération Epic Fury rappelle ce que l'armée des États-Unis offre de manière unique, la capacité de projeter sa puissance à l'échelle mondiale avec rapidité, surprise, précision et une force écrasante, là où et quand notre nation l'exige. Ce que nous avons démontré au cours des derniers jours reflète des années d'investissement dans la préparation, l'intégration interarmée et le professionnalisme de la force conjointe. Alors que les opérations de combat majeures se poursuivent à travers le CENTCOM, nous restons engagés à l'échelle mondiale. La force conjointe américaine conserve la crédibilité, la capacité et la flexibilité nécessaires pour répondre à toute éventualité partout dans le monde et à tout moment. À ceux qui voudraient tester notre détermination ou menacer les États-Unis, nos alliés ou nos intérêts, comprenez bien que nous pouvons vous atteindre. Nous pouvons soutenir le combat, nous pouvons intensifier cet engagement et nous l'emporterons sans aucun doute. Au peuple américain, votre force conjointe reste stable, vigilante, calme et pleinement concentrée. Vos militaires sont hautement formés, disciplinés et déterminés. Nous comprenons les risques de cette mission et le poids de la responsabilité qui nous incombe en ce moment même. Nous sommes également conscients que nos familles doivent également supporter le fardeau à la maison. Vous en faites partie, vous aussi. Je suis fier aujourd'hui, comme je le suis chaque jour, de faire partie de la force conjointe américaine. Il n'y a aucune mission trop complexe, aucune distance trop grande et aucun adversaire trop déterminé pour les hommes et les femmes qui portent l'uniforme de notre nation. Nous pleurons nos disparus, nous honorons leurs familles et nous poursuivons notre mission avec concentration, unité et force. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Merci pour votre temps. Quel pourcentage des capacités de frappe à longue portée de l'Iran est encore opérationnel? Et quelle est notre stratégie de sortie ici et quand sera-t-elle mise en œuvre? Eh bien, il dispose de capacités de frappe à longue portée sur lesquelles nous sommes focalisés. Selon le briefing de ce matin, l'amiral Cooper connaît exactement et précisément le type de menace, comment ils modifient leur technique et la façon dont nous nous y adaptons. Nous nous assurons donc que le commandant du théâtre dispose de tout ce dont il a besoin. Le président du comité a souligné que, durant des mois avant notre renforcement, nous avons maximisé nos capacités défensives sur le théâtre d'opération pour préserver les options de décision du président. Donc même avant ce renforcement au cours des 30 derniers jours, nous avons discrètement amené des moyens de défense. Pour comprendre cela, il existe des capacités iraniennes. Quant au calendrier, je ne fixerai aucun délai pour nous. Le commandant en chef fixe le rythme opérationnel et les modalités de ce combat. Comme dit, cela se fait selon ses conditions.
nous veillerons à fournir à l'amiral Cooper et son équipe tout ce dont ils ont besoin, au-delà de la défense. La meilleure défense reste l'attaque. C'est pourquoi nous investissons l'espace aérien du flanc sud pour le contrôler et détruire tout ce qui bouge et nous cible. Pensez-y comme tirer sur l'archer plutôt que sur les flèches. C'est là que nous voulons être. Nous avons un renseignement très précis pour localiser cela et le détruire. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un vaste espace de combat, avec de nombreuses capacités. C'est en partie pour cette raison que c'est une telle menace pour nous. C'est pourquoi je parle de parapluie conventionnel pour faire chanter avec des ambitions nucléaires. Ils renforçaient cet arsenal conventionnel pour s'assurer que personne ne les empêcherait d'obtenir des armes nucléaires. Nous sommes très lucides sur la nature de cette menace iranienne et nous allons nous y attaquer. Avez-vous quelque chose à ajouter, Monsieur le Président? Oui, merci pour la question. Contrairement à une opération unique comme Midnight Hammer ou Absolute Resolve, l'évaluation des dommages prendra du temps et le cycle de ciblage du CENTCOM prendra ces éléments en compte. L'amiral Cooper ajustera son plan et ses tirs en conséquence pour s'assurer que nous les épuisons. Il se concentre sur la capacité de frappe à longue portée provenant de l'ennemi c'est une partie clé et essentielle. Y a-t-il des capacités qui sont toujours présentes du côté ennemi? C'est ce que je veux dire. Nous évaluons encore les dommages de combat. D'habitude, on peut voir une chose unique et évaluer assez rapidement. Comme il mène l'offensive et l'évaluation en même temps, il nous faudra plus de temps pour évaluer que lors d'une opération unique. Absolument. Secrétaire X, merci. Regan Reese du Daily Caller. J'ai 2 questions pour vous. Le président a dit hier dans son message vidéo que nous quitterons l'Iran lorsque nous aurons atteint tous nos objectifs. Quels sont nos objectifs? Et pouvez-vous donner plus d'informations sur la façon dont les soldats qui ont été tués sont morts? J'ai exposé les objectifs, comme le président du comité. Ils sont imbriqués. L'Iran peut projeter sa puissance contre nous et nos alliés d'une manière que nous ne pouvons tolérer. Donc, que ce soit par des missiles balistiques ou des drones, via leur capacité offensive, effectivement, leur marine tenterait d'imposer d'autres conditions et différents coûts grâce aux capacités de drones que nous avons exposées là-bas. Et pour conclure, finalement, même si tout cela, pour revenir à Midnight Hammer, le président, lui, a vraiment été prêt à conclure un accord. Vous ne pouvez pas avoir de bombe nucléaire. Les islamistes radicaux ne peuvent pas avoir une bombe nucléaire qu'ils brandiraient contre le monde. Il leur a donné toutes les occasions possibles, puis nous l'avons retirée. Et même après cela, ils ne l'avaient pas. Ils ne sont pas venus à la table avec la volonté de l'abandonner. Donc, au final, ces ambitions nucléaires, qui n'ont jamais cessé, sont également quelque chose qu'il fallait aborder. C'est donc un aspect précis de ce qui est traité ici, pour s'assurer qu'ils ne puissent pas utiliser ce parapluie conventionnel pour poursuivre leurs ambitions nucléaires. Et ensuite, en ce qui concerne les États-Unis, les pertes humaines lors de cet incident particulier, eh bien, vous savez, il y a des défenses aériennes, beaucoup de choses arrivent et la plupart sont interceptées. Et nous le faisons absolument. Nous avons d'excellents défenseurs aériens, mais malheureusement, il arrive que l'un d'eux laisse passer un projectile à travers. Et dans ce cas de figure bien précis, il a touché un centre d'opération tactique qui était fortifié, mais il s'agit là d'armes extrêmement puissantes. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, des moments comme celui-ci, lorsque nous nous en souvenons et que nous prenons grand soin d'eux ainsi que de leurs familles, ne font que véritablement renforcer notre détermination à faire les choses de la manière la plus juste. Oui. Juste ici. Merci, secrétaire Exet. J'ai 2 questions pour vous. Premièrement, y a-t-il actuellement des soldats américains au sol en Iran? Non, mais nous n'allons pas entrer dans l'exercice de ce que nous ferons ou ne ferons pas. Je pense que c'est l'un de ces sophismes depuis longtemps que ce département, ou les présidents ou d'autres, devraient dire au peuple américain. Et à nos ennemis, d'ailleurs, voici ce que nous allons faire, combien de temps cela durera et jusqu'où nous irons. Voici ce que nous sommes prêts à faire ou non. C'est de la folie. Le président Trump fait comprendre à nos ennemis que nous irons aussi loin que nécessaire pour défendre les intérêts américains, mais sans être dupes pour autant. Pas besoin de déployer 200 000 personnes là-bas durant 20 ans. On a prouvé qu'on peut atteindre des objectifs servant les intérêts américains sans agir follement. Maintenant, serons-nous audacieux? Sommes-nous prêts à être décisifs? Passons-nous des mois à planifier les effets que nous voulons obtenir? Absolument. Mais à l'avenir, pour quelle raison diable vous le dirions-nous vraiment? Vous, l'ennemi, n'importe qui, ce que nous ferons ou ne ferons pas pour atteindre un objectif. Nous nous battons pour gagner. Nous nous battons pour atteindre les objectifs fixés par le président des États-Unis. Et nous le ferons sans nous excuser. Merci.
Est-ce qu'il y a une quelconque signification au fait qu'Israël ait mené la frappe pour tuer l'ayatollah? Et je voulais savoir, quelle a été votre réaction immédiate en apprenant sa mort? Je pense qu'Israël a fait un excellent travail dans la conduite de cette opération. Le président, Trump donna un mois. pour cela, je vous en prie. Merci. Vous avez mentionné lors du briefing, Général Kane, qu'il y aurait des troupes supplémentaires envoyées dans la région. Pourriez-vous dire combien de soldats sont actuellement impliqués dans cette opération et combien de troupes supplémentaires sont prévues pour cette prochaine phase? Sans entrer dans les détails pour ne pas alerter l'ennemi, plus d'aviation tactique arrive sur zone selon les délais de déploiement. Je pense que nous sommes à peu près là où nous voulons être en capacité de combat totale. La capacité et la puissance de combat totale pour l'amiral Cooper, l'une des choses que notre commandant fait, c'est qu'il évalue constamment la trajectoire de la campagne. Est-il sur la bonne trajectoire ou non? Il fait ensuite une demande à la force interarmée qui va alors proposer des options au secrétaire et au président afin d'augmenter ou de diminuer les capacités de combat que nous avons sur place. J'ai entendu la question concernant environ 4 semaines. C'est le genre de question piège typique de NBC. Le président Trump a toute la latitude du monde pour parler de la durée que cela pourrait prendre, ou non, 4 semaines, 2 semaines, 6 semaines. Cela pourrait avancer, cela pourrait reculer. Nous allons exécuter sur son ordre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce qu'il a démontré, c'est une capacité que d'autres présidents ne semblent pas avoir. Joe Biden ne savait même pas ce qu'il faisait. C'est chercher des opportunités, des échappatoires et des escalades pour les États-Unis qui créent de nouvelles occasions de mettre en œuvre ce dont nous avons besoin selon notre propre calendrier. Vous pouvez jouer durant 4 ou 5 semaines. Il a toute l'attitude et j'en suis ravi car il n'y a pas de meilleur communicateur que notre président. Exprimer ces choses. Selon le Daily Mail, J'ai passé les 2 derniers jours et demi en réunion avec le président. Nous savons exactement où il en est dans sa tête et il communiquera comme il se doit exactement ce qu'il souhaite et nous suivrons ses instructions. Et je pense que tout ce qu'il a dit à ce sujet est tout à fait juste. Monsieur, Absolument juste là, monsieur. presse de Détroit. Merci. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. J'ai quitté ma ville natale de Sarkis au Kurdistan iranien en 1996. Pouvez-vous me promettre que je pourrai rentrer chez moi en toute sécurité cette année? Et j'ai aussi une question supplémentaire, s'il vous plaît. Eh bien, J'apprécie beaucoup cette question. Je ne suis pas ici pour vous garantir cela, mais je pense que le message du président a été tout à fait clair et limpide. Au peuple iranien, c'est votre moment. Le monde a été saisi par ces foules. Et puis, il a été saisi par la réalité de ce régime qui tue des dizaines de milliers de manifestants innocents. Nous avons donc vu, une fois de plus, la véritable nature du régime exposé. Nous avons vu de très nombreux Iraniens chercher un changement là-bas. C'est leur moment d'en profiter, c'est certain. monsieur le secrétaire d'État, vous avez servi en Irak et vous savez qu'aucun soldat américain n'a été tué au Kurdistan. Le peuple kurde est très pro-américain. Allez-vous continuer à protéger le Kurdistan et les Peshmergas en tant qu'alliés fidèles des États-Unis? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est qu'actuellement, le Kurdistan est attaqué par des drones iraniens et par des groupes armés en Irak et dans la région. Je pense que je peux parler des alliés en général dans la région avec qui nous sommes en communication constante. Nous avons été à leur côté et nous apprécions absolument leurs capacités. Oui, juste ici. Cameron Arkin du Daily Wire. Ma question porte sur les menaces intérieures. S'il y en a, à ce sujet, y a-t-il actuellement des inquiétudes concernant des cellules dormantes iraniennes? Et qu'a fait l'administration Trump pour surveiller ce type de menaces? Toutes les agences US coordonnées surveillent de près chaque éventualité concernant ces menaces. Il s'agit d'un ancien régime, un régime qui cherche à exporter son idéologie et à semer la terreur. Nous sommes prêts à cela. Nous avons déjà vu ce genre de personnes et le peuple américain peut en être assuré. Nous restons vigilants à ce sujet. Juste ici, merci. En quelque sorte, une suite à la dernière question. Il y a eu hier à Austin ce qui semble être une attaque terroriste. Cela change-t-il quoi que ce soit au fonctionnement? Quel est l'effet de cela? Cela Ne change rien à l'opération et je sais que les autorités agissent comme il se doit. Secrétaire Hicks, et une question également pour le président Kane. Je comprends à ce sujet que vous ne souhaitiez pas tout divulguer pour que nos adversaires l'entendent, mais le peuple américain veut aussi savoir pourquoi ils envoient leurs hommes et femmes à la guerre. Y a-t-il une inquiétude que cela ne dégénère en une guerre plus longue? Et ensuite, une question pour le président. N'avez-vous pas entendu mes remarques? Je veux dire,
Nous veillons à ce que la mission soit accomplie, mais nous sommes très lucides, tout comme le président l'est, contrairement à d'autres présidents, sur les politiques insensées du passé qui nous ont entraînés de façon irresponsable dans des situations qui n'étaient pas liées à des objectifs réels et clairs. Nous savons, nous avons des plans, nous avons des généraux, nous avons des présidents, nous avons des commandants du CENTCOM, l'amiral Cooper, qui exécutent de manière très méthodique afin de garantir que les résultats que j'ai exposés soient atteints, mais jamais devant un groupe de presse. Nous ne dévoilerions combien de temps cela pourrait prendre. La mission de nos combattants, qui est ce qui compte pour nous, est très, très claire, et ils sont en train de l'exécuter en ce moment, avec force. Juste, Président, une question. Une question. Pour le président, vous avez dit, ce n'est pas une opération d'une nuit. Il faudra du temps pour atteindre les objectifs. Quel serait votre objectif ici? Je pense que le secrétaire a défini les objectifs militaires, et c'est sur ces objectifs que nous agissons. le dernier, juste ici. Merci. Comme dit, il y a de nombreux membres des forces armées américaines, des militaires américains qui sont actuellement en danger. Quelle est votre prière pour eux? Tout d'abord, ma prière pour eux, c'est que je prie pour eux. Ma femme prie pour eux, notre famille prie pour eux, notre cabinet prie pour eux. Rien de tout cela n'est fait à la légère. Ayant été à leur place, ayant porté leurs bottes, ayant porté leurs uniformes de vol, je pense que nous, enfin, je sais que nous pensons à eux, à chaque décision que nous prenons et à chaque recommandation que nous faisons au président des États-Unis. Ces recommandations sont faites avec recueillement. Et lorsque je prie chaque jour pour eux et pour cette mission, je prie simplement pour avoir la sagesse biblique de discerner ce qui est juste et le courage de le faire. Il faudra du courage pour aller jusqu'au bout de cela. Il va y avoir beaucoup de bruit. Nous prions pour cela et espérons que vous ferez de même. Merci beaucoup, je vous remercie. Excusez-moi un petit instant, monsieur Nagin.